Sujet intéressant concernant le réseau électrique et l'ajout massif de panneaux solaires par les particuliers notamment. C'est vrai qu'on trouve des panneaux solaires à pas cher maintenant, hein, un plug and play. On n'a même plus besoin de faire appel à des installateurs pour les installer sur le toit de nos maisons. C'est beaucoup plus simple, hein. Mais est-ce que le système électrique des pays va résister à tout ça, quoi? L'intermittence des renouvelables est mise à l'épreuve pour le réseau. Le solaire et l'éolien se caractérisent par la variabilité de leur production suivant les conditions météo et l'alternance jour-nuit. Leur intermittence est d'ailleurs l'un des principaux arguments avancés par les anti-renouvelables. Cette particularité tend à bouleverser l'équilibre production et consommation du système électrique, la demande et la production ne parvenant plus parfois à coïncider sur un même niveau. C'est par exemple le cas des après-midi d'été lorsque l'ensoleillement est à son pic, mais que la conso reste faible. Des situations qui peuvent entraîner un effondrement temporaire des prix de l'électricité. L'équilibre entre offre et demande est au cœur des enjeux énergétiques. Toute l'électricité produite doit absolument être consommée. Dans le cas contraire, le réseau risque de tomber car la fréquence de 50 Hz en Europe ne serait plus assurée. Un autre problème lié à la montée des renouvelables réside dans leur mode de fonctionnement qui diffère radicalement de celui des sources d'énergie conventionnelles. Ces dernières, centrales thermiques, nucléaires et hydroélectriques, produisent du courant grâce à des turbines mises en mouvement par de la vapeur ou de l'eau sur la centrale. La turbine entraîne à son tour un alternateur, une machine dotée d'un rotor, qui va générer l'électricité. Ainsi, avant qu'elle ne soit transformée en électricité, l'énergie prend d'abord une forme cinétique, permettant la rotation de la machine. C'est ce qui constitue l'inertie du système. Grâce à cette dernière, la machine peut continuer de tourner pendant un court instant. Si jamais une perturbation survient sur le réseau, ça assure une certaine stabilité. Comme le précise Connaissance des énergies avec leur gigantesque rotor tournant à grande vitesse, ces machines fournissent de l'inertie au système électrique. Si une centrale est en panne, si la demande en électricité augmente trop vite, elles aident à stabiliser le réseau en libérant de l'énergie du mouvement, emmagasinée par les rotors. Cet atout est cependant absent chez les sources renouvelables. On ne peut pas piloter aussi facilement leur puissance. Pour cette technologie, le courant généré ne peut pas être directement injecté. Il doit d'abord passer par un convertisseur électronique. C'est pour cela que Marc Petit, professeur en système électrique à l'école centrale Supélec, cité par Connaissance des énergies, précise que les centrales conventionnelles bas carbone, centrales hydroélectriques et nucléaires, deviendront plus que jamais essentielles pour la stabilisation du système à mesure que les installations fossiles disparaîtront. Et c'est pas la seule solution. Les systèmes de stockage sont une des meilleures solutions pour accompagner l'essor des renouvelables. Leur rôle consiste à absorber le surplus d'électricité lors des pics de production et de leur injecter au moment opportun. En d'autres termes, ils permettent de décaler la consommation dans le temps. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la sécurisation de l'approvisionnement reposera en grande partie sur ces dispositifs. La capacité annuelle de stockage devrait être multipliée par 6 à l'horizon 2030. La technologie de stockage la plus répandue dans le monde reste à ce jour les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage-turbinage. Le système fonctionne en pompant de l'eau vers un réservoir situé en hauteur, un processus alimenté grâce au surplus d'électricité. Une fois que la demande augmente, cette eau est relâchée par gravité, en entraînant des turbines sur son passage pour produire de l'électricité. Ah ouais, je savais pas que ça marchait comme ça. Incroyable. Comme quoi on en apprend tous les jours. Bon, après, il y a les batteries Megapack, hein, évidemment, de Tesla, par exemple. Ces deux technologies sont les plus connues, mais d'autres solutions commencent à gagner du terrain: hydrogène, les volants à inertie, qui stockent l'énergie sous forme cinétique, ou encore les systèmes par air comprimé qui emmagasinent de l'air sous pression avant de libérer pour produire de l'électricité. Toutefois, chacune de ces options présente des limites techniques, économiques ou environnementales qui freinent encore leur généralisation à grande échelle. Avec l'essor des énergies renouvelables, la transition vers des réseaux intelligents ou smart grids est plus que jamais essentielle. Ça consiste concrètement à intégrer la technologie de l'information et de la communication à tous les niveaux: production, transport, distribution et consommation. Des capteurs sont ainsi installés sur l'ensemble du réseau pour mesurer plus facilement en temps réel les flux d'énergie circulant. Les réseaux intelligents sont une voie vers une meilleure gestion de l'équilibre entre la production et la demande. Ces systèmes sont capables d'anticiper la production et la consommation à court et long terme et d'ajuster automatiquement le fonctionnement du réseau face à ces fluctuations. Résultat, une meilleure sécurité et une meilleure résilience des infrastructures électriques. Le V2G, bon, les voitures électriques, voilà.
Un smart grid implique l'ensemble des acteurs du réseau. Ça peut être un frein à son déploiement. Autre obstacle à déplorer, la difficulté de la gestion des flux de données générés par ces infrastructures connectées. Si l'intégration des renouvelables nécessite une profonde adaptation des infrastructures, la hausse attendue de la demande électrique due à l'électrification et à l'apparition d'autres postes de consommation comme les électrolyseurs ou les centres de données impose également un renforcement du réseau. D'ici 2040, l'enjeu est de faire transiter davantage d'électricité sur le réseau tout en optimisant son fonctionnement afin d'éviter les congestions que pourrait générer ce nouveau flux. Bon, on n'a pas appris grand-chose non plus, à part, effectivement, moi je savais pas pour les tours remplies d'eau, là, c'est intéressant. Mais bon, normalement, ça devrait tenir. Alors, certains disent qu'au Portugal et en Espagne, ça a sauté à cause des panneaux solaires qui ont trop produit et que ça a fait sauter le réseau. Je sais pas si c'est vrai, en vrai, bon, peut-être. Maintenant, bon, pour chez nous, vous foutez les prises connectées sur plusieurs prises, vous branchez vos panneaux plug and play sur différentes prises. Vous en mettez, je sais pas, 6, 7 par prise, pour pas que ça fasse trop non plus. Maxi 6, quoi, on va dire. Si vous en avez genre 18, quoi. 6 x 3, par exemple. Ou même 6 x 2 si vous en avez 12. Vous mettez une prise connectée à sur chacune des prises. Et vous pilotez, hein, si ça produit trop, ou si vous voyez que ça produit trop, que vous n'avez pas forcément besoin de toute cette production, vous coupez une ou deux prises. Comme ça, il vous reste plus que 6 panneaux qui produisent, par exemple. C'est ce que je fais chez moi, hein, clairement, donc voilà. Par contre, si vous avez besoin de toute la puissance pour faire l'eau chaude, les recharger la voiture, eh ben, vous laissez tous vos panneaux en fonction de la demande dont vous avez besoin, quoi, tout simplement. Maintenant, c'est sûr qu'à grande échelle, bon, c'est encore autre chose. Vous pouvez pas mettre de prise connectée, bien sûr. Je sais pas si ça peut être piloté comme ça, en coupant une certaine partie des champs solaires et en laissant d'autres. Bon, je suis pas expert dans le domaine, mais bon, voilà. Normalement, je pense que ça peut se faire hein, à plus grande échelle. Mais bon, c'est vrai que le problème, c'est en fait quand les nuages arrivent, t'as tout de suite beaucoup moins d'énergie et quand ils repartent, t'as un pic solaire qui est produit là. Des fois, moi, j'ai même moi-même des micro-onduleurs qui se rebootent tellement il y a un pic d'énergie qui arrive d'un coup, quoi, en fait. Après un nuage. Ça arrive des fois qu'ils se rebootent, puis bon, je sais pas si... J'espère que ça les abîme pas, d'ailleurs. Ils se relancent, ouais, au bout de 30 secondes, quoi. Parce qu'il y a un petit pic d'énergie, bon. Je sais pas si c'est normal ou pas, bon. J'espère que ça va pas les bousiller, quoi, à terme. Bref, voilà. Vaste débat hein, sur les énergies renouvelables, en tout cas. Est-ce que vous avez des panneaux solaires chez vous? Ciao.